Au baccalauréat unique session 2020, nous allons continuer pédagogiquement avec le cours sur la notion de démocratie. Je crois que la fois passée, nous avons déjà fait une vision, comment on appelle ça, une notion, nous avons déjà essayé d'expliquer la notion de définition de la démocratie et en même temps la typologie de la démocratie. Et nous avons dit que lorsque le pouvoir est concentré entre les mains d'une seule personne, on parle de la monocratie, de l'autocratie, du totalitarisme, de la dictature, du despotisme. Et lorsque le pouvoir est détenu par un groupe, on parle de l'oligarchie ou de l'aristocratie, c'est-à-dire la confiscation du pouvoir par une poignée de personnes numériquement minoritaires détenant le levier de commande politique et imposant sa volonté à la majorité du peuple dominé, asservi et exploité. Et donc, dans l'oligarchie, vous avez également l'aristocratie, c'est-à-dire que c'est le pouvoir d'une classe sociale privilégiée qui croit en sa vertu cardinale d'origine sociale de pouvoir et qui suppose que c'est elle qui est destinée à diriger un État ou un royaume, un empire. Et lorsque le pouvoir est détenu par la foule, on appelle cela l'ochlocratie. C'est lorsqu'il y a dégénérescence de pouvoir et qu'il y a absence de l'autorité de l'État et que ce soit la rue qui gouverne pour le moment, on n'est plus dans un régime d'autorité, mais on est dans une ochlocratie. Et donc, lorsque le pouvoir est détenu maintenant par le peuple, c'est dans ce sens-là, on parle de démocratie. Et donc, on a dit que ce mot a une origine grecque. Et lorsqu'on prend l'origine grecque, ça veut tout simplement dire démos, qui est égal à peuple, et kratos, qui est égal au pouvoir. Donc, un régime politique dans lequel le démos détient le kratos. Et c'est ce qui nous a amené à donner la définition d'Abraham Lincoln en disant que la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce qui veut dire que le peuple est l'épicentre, le centre de gravité, le barycentre, le centre de symétrie, l'alpha et l'oméga de la démocratie, et seulement le peuple qui est le détenteur de la souveraineté nationale. Et donc, dans ce sens-là, la démocratie donne au peuple la plénitude du pouvoir de décider de ses ambitions, de ses idéaux et de son avenir. Et donc, on a également ajouté une autre définition à celle-là, qui est de dire que la démocratie est un régime politique dans lequel le peuple exerce librement sa souveraineté, soit directement ou soit indirectement, c'est-à-dire par l'intermédiaire de ses représentants élus. Et donc, à partir de cette définition, nous pouvons dégager une typologie de la démocratie. Et dans cela, on a la démocratie directe, qui est un régime politique dans lequel le peuple exerce librement sa souveraineté sans l'intermédiaire d'un organe représentatif, c'est-à-dire d'un parlement, d'un sénat ou d'une présidence ou d'une institution. Et donc, ce type de démocratie, nous avons dit, se trouvait dans la cité athénienne ou dans la Rome antique, où les dirigeants d'alors regroupaient le peuple à l'ecclésia, à une place publique, pour demander son point de vue face à la décision de la nation. Également, cette démocratie existe aujourd'hui dans certains États, comme la Suisse. Dans la Suisse, il y a certains cantons suisses où on procède à des votes à main levée. Mais cette démocratie aujourd'hui n'existe plus de façon générale. Vu la démographie électorale, vu la population électorale, on ne peut pas regrouper toute une population d'une nation à une place publique pour demander aux gens de lever les mains, de voter pour ou contre une décision allant dans le sens du développement national. Donc c'est pourquoi cette démocratie est obsolète. Elle est en désuétude. Aujourd'hui, on parle maintenant de démocratie indirecte. Et cette démocratie indirecte, on peut aussi l'appeler démocratie représentative. C'est-à-dire que c'est un régime politique dans lequel le peuple exerce librement sa souveraineté par l'intermédiaire de ses mandataires qui sont regroupés dans les assemblées délibératives
et qui sont chargés de voter les budgets, les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Et parmi ces assemblées délibératives la plus représentative, nous avons l'Assemblée nationale. Donc le peuple devient le mandat et les députés deviennent les mandataires du peuple. Et ils parlent au nom du peuple. Nous avons également parlé d'autres classifications de la démocratie en tenant compte d'autres aspects. C'est-à-dire, on peut parler de la démocratie pluraliste. C'est-à-dire, lorsqu'on dit démocratie pluraliste, c'est une démocratie qui est caractérisée par l'instauration du multipartisme intégral, du respect des droits de l'homme, de l'alternance politique, du respect des droits de l'homme, j'allais dire, de l'alternance politique, et en quelque sorte de la durée et de la limitation du mandat du président de la République. Et cette démocratie, nous la retrouvons dans les pays de l'Europe de l'Ouest et les États-Unis d'Amérique. Et de l'autre côté, nous avons également la démocratie à tendance marxiste, ou on peut l'appeler la démocratie populaire, ou encore on peut l'appeler la démocratie de monopole. C'est un semblant de démocratie instauré dans certains États à l'effet que le dirigeant pense décider au nom du peuple, comme le césarisme dans la Rome antique où Jules César ne décidait rien sans demander l'avis consultatif de son peuple. Mais en réalité, les décisions étaient déjà prises par l'autorité de Rome avant que le peuple n'en vote. Donc ça veut tout simplement dire que c'est un semblant de démocratie. Et généralement, dans nos États d'aujourd'hui où cette démocratie populaire existe, elle est caractérisée par ce qu'on appelle ici le monopartisme, l'existence d'un seul parti unique, et que les responsables de ces États, tous, appartiennent au parti au pouvoir. Donc vous ne pouvez pas être chef, ni briguer un poste de responsabilité sans être membre du parti unique au pouvoir. Et donc vous avez, cette démocratie se trouve dans certains États comme la Chine, parce que lorsque vous prenez la Chine c'est le parti communiste chinois. Il n'y a pas deux partis en Chine. Vous prenez également la Corée du Nord et vous allez voir que la Corée du Nord également, c'est un seul parti unique. Donc cette forme de démocratie existait dans les pays de l'Est avant la chute du mur de Berlin. Donc ces formes de démocratie existaient là-bas. Et également aujourd'hui, comme on l'a dit, en Chine, en Corée du Nord et tant d'autres pays. Donc voilà succinctement le rappel de ce qu'on a eu à dire la semaine passée. Aujourd'hui, donc, nous allons nous inscrire dans cette continuité pédagogique, toujours sur la même leçon, en essayant d'avoir une vision panoramique sur la notion de démocratie. Et lorsqu'on dit une vision panoramique, ici, nous allons essayer de voir l'historique de la démocratie. Et lorsque nous prenons l'historique de la démocratie, cette historique-là, cette histoire va nous ramener à la cité athénienne. La cité athénienne. Parce que lorsque vous prenez la cité d'Athènes, on va l'écrire, la cité athénienne, c'était une cité qui était avant tout aristocratique. Aristocratique parce que tous les dirigeants qui étaient de cette cité étaient de l'aristocratie des Grecs qui imposaient leur volonté aux autres. Mais ce n'est qu'au VIe siècle, au VIe siècle, avant JC, que un aristocrate du nom de Périclès va créer cette rupture de régime politique en essayant de quitter ce qu'on va appeler ici l'aristocratie pour embraser ce qu'on va appeler ici la démocratie. Et pour embraser la démocratie, deux éléments politiques seront majeurs. Et le premier élément, c'est l'isonomie. L'isonomie, c'est-à-dire le fait que tous les citoyens d'Athènes ont le même statut social, donc deviennent des citoyens. Et lorsqu'ils deviennent des citoyens, ils ont le droit de voter. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on va appeler ici l'iségoria. L'iségoria, c'est-à-dire ça c'est l'égalité. L'égalité de parole. L'égalité de parole. Et l'isonomie, ça c'est le même statut social. C'est-à-dire que tout le monde a le même statut social. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de gouvernants, donc chacun est citoyen de sa manière. Et vous prenez l'iségoria, à ce niveau, c'est qu'il y a l'égalité de prise de parole. Puisque dans l'assemblée d'Athènes, on a constaté que les hommes se regroupaient autour d'une colline qu'on appelle ici la colline de Pnyx. Et lorsque vous prenez la colline de Pnyx, c'était l'assemblée générale qui se formait. Et cette assemblée générale-là, on l'appelait l'ecclésia. L'ecclésia.
Donc l'Ecclésia était le lieu de rencontre des citoyens grecs, où toute décision que Périclès devrait prendre entrant dans la défense des intérêts matériels de la Grèce antique ou du développement local d'Athènes devrait d'abord être discutée. Et donc on regroupait tout le monde et chacun donnait son point de vue. Et si le oui l'emporte sur le non, alors la décision est appliquée. Et si le non l'emporte sur le oui, alors la décision est annulée. Donc voilà que la Grèce antique, notamment la cité d'Athènes, est considérée dans ce sens-là, non seulement par l'origine du mot démocratie qui vient du grec, parce qu'on a dit tout de suite, démos est égal à peuple et kratos est égal au pouvoir, donc un régime politique dans lequel le démos détient le kratos. Donc ça veut tout simplement dire que les Grecs, et notamment les Athéniens, ont démocratisé leur cité de sitôt. Okay? Donc, et lorsqu'on reste toujours dans la Grèce antique, on prend également Platon, qui est un philosophe qui a œuvré dans le processus de renforcement de la démocratie dans la Grèce antique, même si il n'a pas été partisan de cette démocratie. Platon a écrit une œuvre qu'on appelle ici la République, qu'on va appeler ici la République de Platon. La République de Platon. Et dans la République de Platon, Platon va nous parler de ce qu'on va appeler ici la cité idéale. La cité idéale. Et lorsque Platon, dans la République, nous parle de la cité idéale, l'idéal d'abord, c'est ce qui relève de la perfection. C'est-à-dire qu'une société juste, égalitaire, une société dans laquelle il y a des vertus morales qui servent de socle au fonctionnement de la société et en même temps aussi des hommes vertueux et des hommes éclairés en lumière et qui puissent être ici à la tête de ces cités. Donc, lui, il pense que dans ce sens-là, il fallait que le philosophe soit à la tête de cette cité. Mais bien avant qu'on arrive à l'explication de cette théorie du philosophe roi, on va expliquer ici la théorie des régimes, la théorie des régimes cycliques de Platon. Et lorsqu'il parle de la théorie des régimes cycliques d'ici, c'est que Platon veut nous dire ici que, alors avant, dans la cité, les gens vivaient dans l'aristocratie. Et lorsqu'on prend ici l'aristocratie, on l'a dit, l'aristocratie, c'est un régime dans lequel une classe sociale, que ce soit le clergé, la noblesse, ou bien une famille royale, pense être vraiment bien placée pour gérer la cité en lumière, en vertu, en richesse et par l'origine sociale. C'est comme si vous prenez l'aristocratie mandingue dans l'empire du Manding. Donc, cela aussi est une illustration parfaite de l'aristocratie. Et donc, Platon pense qu'on était dans l'aristocratie. Mais une fois dans l'aristocratie, le comportement des aristocrates a fait en sorte que les gens ont demandé à quitter l'aristocratie. Et lorsqu'on a quitté l'aristocratie, on est venu à la timocratie. La timocratie. Et lorsqu'on prend la timocratie, on peut dire timarchie, tout comme on peut dire timocratie, c'est un régime où les soldats décident de renverser la pyramide politique. Donc on suppose que dans une république, les soldats, les militaires sont ceux-là qui sont censés garder les instances républicaines. Maintenant, si eux, ils se révoltent contre les patrons et renversent la pyramide politique pour accéder au pouvoir, s'il y a de tels régimes, on appelle ça un régime timarchique ou on appelle cela un régime timocratique. Et donc, ce régime timocratique était un régime où les gens voulaient se faire encenser en honneur, se faire apprécier. Et de par leur dérive totalitaire, alors le peuple les a rejetés, on s'est retrouvé dans l'oligarchie. L'oligarchie. Et ceux qui dirigent ce régime oligarchique, on les appelle les oligarques. C'est-à-dire que lorsque la timocratie a été rejetée par le peuple, alors il y a un groupe de personnes qui s'est accaparé du pouvoir. Et donc l'oligarchie est un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une poignée de personnes numériquement minoritaires et qui détient le levier de commande politique et impose sa volonté à l'ensemble de la majorité dominée, asservie et exploitée. Et donc, eu égard aux agissements de cette classe oligarchique et de ces oligarques, alors le peuple a pensé que au lieu que les oligarques, c'est-à-dire les riches qui sont au pouvoir, qui s'enrichissaient, appauvrissaient les pauvres ont dit, mais écoutez, pourquoi nous ne pouvons pas nous-mêmes prendre notre destin en main? Et c'est dans ce sens-là qu'on a quitté l'oligarchie, on est venu dans la démocratie. Dans la démocratie. Et donc ici,
cette démocratie va se focaliser sur la volonté du peuple. Donc le peuple était tellement rancunieux, le peuple était tellement haineux des agissements totalitaristes des oligarques, ce qui fait que le peuple aussi en a abusé trop du pouvoir. Et finalement, pour faire régner l'ordre, un autre aussi va venir, un autre régime qu'on va appeler ici la tyrannie, qui va être ici le régime d'un seul, qui va imposer sa volonté à la majorité. Et lorsque cela va se passer également, alors le peuple va être nostalgique d'un régime. Et ce régime-là, c'est l'aristocratie. Hein, l'aristocratie. Donc c'est pourquoi on dit ici la théorie cyclique des régimes. C'est-à-dire on est parti de l'aristocratie et on a fini par l'aristocratie. C'est-à-dire ici l'aristocratie, c'est une classe sociale privilégiée qui pense que par la sanguinarité, hein, par le lien de consanguinité, qui doit son pouvoir à son origine sociale et qui s'accapare du pouvoir. Et immédiatement un groupe de bandes de militaires vient renverser ceci-là pour essayer d'imposer sa loi en se faisant acclamer. Et par la suite, c'est un groupe de riches qui vient s'accaparer du pouvoir, qui exploite financièrement et autres les pauvres. Et les pauvres en démocratie, le peuple prend son destin en main. Le peuple en abuse, veut se venger contre le pouvoir oligarchique. Et dans cette pagaille-là, une autorité doit être instaurée par un homme, c'est la tyrannie, le pouvoir d'un seul. Et finalement, le peuple comprend qu'il faut retourner au point de départ. Le point de départ, c'est l'aristocratie. Donc, c'est ce que Platon appelle ici la théorie cyclique des régimes. Hein, et pour lui, la démocratie fait partie des régimes les plus corrompus. On va voir tout de suite quand on va attaquer la critique de la démocratie. Donc, il a préféré l'aristocratie comme étant le meilleur régime. Donc, en parlant de l'historique de la démocratie, après la cité d'Athènes, il faudrait impérativement que l'on parle de Platon. Et ensuite, on peut aller à 1900, hein, en 1879, c'est quoi ça, hein, 1879, avec la révolution française. Et donc, les Français vont se révolter contre la monarchie qui était instaurée par Louis XIV, parce que Louis XIV a régné sur la France pendant 72 ans, 12 ans. Hein, il a fait 72 ans au pouvoir. Et il brillait sur la France comme le soleil brille sur la terre. Et il disait qu'il doit son pouvoir à Dieu et non aux hommes. Il n'a de compte à rendre à personne, il n'est responsable que devant Dieu. Qui lui obéit, aura obéi à Dieu. Qui lui désobéit, aura désobéi à Dieu. Il est le représentant suprême de Dieu sur terre. Et donc, Louis XIV avait instauré ce qu'on appelle une monarchie absolue de droit divin. Donc, il doit son pouvoir à Dieu et non aux hommes. Mais au fur et à mesure de l'évolution, Louis XIV trouva la mort. Et il trouva la mort en 1715. En 1715. Et lorsqu'il mourut en 1715, son fils, Louis XV, n'avait pas l'âge nécessaire pour diriger le trône. Et lorsque cela arrive dans un royaume, on appelle ça la période de la régence. La période de la régence. Hein? C'est comme en démocratie, lorsqu'un président meurt, avant qu'on ne passe à une autre élection, on appelle ça la période de la transition. En monarchie, on appelle ça la période de la régence. C'est-à-dire que lorsque le roi meurt et que le prince héritier n'a pas l'âge nécessaire, la maturité politique nécessaire pour diriger le trône, on confie le pouvoir à un groupe. Et c'est ce groupe-là qui gère d'abord le pouvoir jusqu'à ce que le prince grandisse. Et lorsque le prince grandisse, alors on lui remet son pouvoir. Donc cette période-là, on appelle ça la période de la régence. La période de la régence. Et celui qui dirige le pouvoir, on l'appelle le régent. Lui, il a appelé le régent. Et donc, la période de la régence était assurée par la veuve de Louis XIV qu'on appelait Catherine de Messis et en quelque sorte le cardinal Richelieu qui assurait l'intérim jusqu'à ce que Louis XV ait la maturité politique nécessaire pour reprendre le trône. Et c'est pendant cette période très sensible, parce qu'au temps de Louis XIV, les écrivains étaient frappés par ce qu'on appelle une stérilité intellectuelle. Ils ne produisaient pas. Personne n'osait critiquer la monarchie au risque d'être guillotiné. Donc chacun écrivait ce que le roi aimait entendre, voir et toucher. Donc si tu ne le fais pas, alors on te mettait en prison ou tu partais en exil. Donc lorsqu'il mourut, alors les écrivains avaient retrouvé leur fécondité intellectuelle. Et c'est en ce moment qu'on a appelé en France le siècle des Lumières. Hein, le siècle des Lumières.
Et ou tout autrement, on peut dire ici la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières. Donc, lorsqu'on parle de philosophie des Lumières ou siècle des Lumières, ça veut dire que ça ne veut pas tout simplement dire que c'est la lumière comme la lumière du soleil, non. Ce n'est pas la lumière comme la lumière du courant ou de la bougie ou de la lampe, non, mais c'est une lumière intellectuelle. C'est-à-dire que l'écrivain, le philosophe, devient un objecteur de conscience, un éveilleur de conscience, celui qui fait prendre conscience au peuple pour dire que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas au pouvoir du fait de Dieu, mais ils sont au pouvoir du fait du peuple. Si le peuple le veut, ils resteront au pouvoir, et si le peuple ne le veut pas, ils vont quitter le pouvoir. Et c'est dans ça, on va prendre l'expression latine, vox populis, vox populis, vox Dei. Vox populis, vox Dei, qui veut dire la voix du peuple, la voix de Dieu. C'est ce que le peuple aime, que Dieu aime. Tu ne peux pas faire martyriser le peuple, exploiter le peuple, dire que ton pouvoir est dû à Dieu. Non. Tu ne peux avoir un pouvoir qui est dû à Dieu que lorsque tu fais les aspirations du peuple. Donc, les écrivains et les philosophes du XVIIIe siècle ont cherché à montrer aux Français d'alors pour dire que, attention, ceux qui sont au pouvoir ne sont pas au pouvoir du fait de Dieu, ils sont au pouvoir du fait du peuple. Donc, si vous le voulez tout de suite, ils vont quitter. Et c'est en ce moment où des œuvres ont été écrites. Et parmi ces œuvres, vous avez l'Esprit des lois de Montesquieu, Charles-Louis, le baron de Montesquieu et de la Brède, qui a écrit l'Esprit des lois en 1748. Il est rentré en France après la mort de Louis XIV, puisqu'il ne pouvait pas rentrer à l'époque. Donc, il a séjourné en Angleterre et il a côtoyé la monarchie constitutionnelle britannique, et surtout avec l'œuvre de John Locke qu'on appelle Bill of Rights. Bill of Rights, ça veut dire la somme des droits, et dans lesquels on parle du principe sacro-saint de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Et donc, lorsqu'il est rentré, il a écrit de l'esprit des lois. Et dans l'esprit des lois, il a dit également que le pouvoir ne doit pas être concentré entre les mains d'une seule personne. Si vous concentrez tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne, vous formez un monstre, un dictateur, un tyran, un despote. Et donc, c'est pourquoi il a dit, il est d'une expérience éternelle que tout homme, une fois au pouvoir, est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Et pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faudrait que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, à partir de ce moment, il y a eu l'établissement du principe sacro-saint de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs en pouvoir législatif, en pouvoir exécutif, en pouvoir judiciaire. Puisqu'avant, le roi était tout, celui qui détenait les trois pouvoirs. Donc, il imposait sa volonté à la majorité. Il était l'Assemblée nationale, il était le gouvernement, il était la justice. Tout ce qui t'écrase, c'est comme s'il a écrasé une mouche, parce qu'il n'avait de compte à rendre à personne. Donc, à partir de cette œuvre, nous avons vu que comment on appelle ça, des bases démocratiques commençaient déjà à s'instaurer en France. Vous prenez également le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Lorsqu'il dit, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Donc le fort, c'est celui-là qui gouverne par les lois et non pas par les muscles. Si vous gouvernez par les muscles, alors votre pouvoir n'a de fin que lorsque votre muscle ne peut plus vous permettre de vous défendre. Donc à partir de ce moment, alors, ça a été un éclairage de conscience au niveau de la philosophie des Lumières. Vous avez également Jean-Marie Arouet, dit Voltaire, qui a écrit une œuvre très phare qu'on appelle Candide ou l'optimisme, qui invite les Français à avoir de l'espoir en un état démocratique meilleur. Et c'est pourquoi, dans cette œuvre aussi, il a parlé des choses qui riment avec l'esprit démocratique. Lorsqu'il dit, je déteste vos idées, mais je suis prêt à mourir pour votre droit de les exprimer. Je déteste votre parti politique, je déteste votre religion, je déteste votre communauté, mais je reconnais en vous le droit d'appartenir à un parti politique, à une communauté, à une religion différente de ma religion, puisque la pluralité d'opinions est le socle de la démocratie. La démocratie, c'est l'institutionnalisation de la liberté. S'il n'y a pas d'institutionnalisation de la liberté, alors s'il y a une seule religion, il y a un seul parti politique, il y a une seule communauté, il n'y a pas de démocratie. Donc il faudrait que la tolérance politique, doublée de la tolérance religieuse et morale, soit les socles existentiels d'un État démocratique. Donc il a écrit lettre sur la tolérance, etc., etc. On ne va pas tout citer. Donc vous avez également Diderot, qui a écrit l'encyclopédie avec l'anglais d'Alembert. Et dans l'encyclopédie, il a aussi indiqué clairement,
aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel. La seule puissance que la nature a donnée à l'homme, c'est la puissance paternelle. Et la puissance paternelle, c'est le pouvoir que l'homme a sur ses enfants. Et que ce pouvoir-là a des limites à partir du moment où l'enfant devient responsable et se prend lui-même en charge. Et dit alors, à part ce pouvoir que la nature a octroyé à l'homme, c'est-à-dire le pouvoir paternel sur les enfants, tout autre pouvoir n'a que deux origines. L'usurpation du pouvoir, c'est-à-dire la confiscation du pouvoir par la force, par le coup d'État, par l'insurrection armée, par la rébellion, ou le consentement populaire. Il faut être investi de la confiance populaire, c'est-à-dire le nombre de mains levées. Donc soit on vient au pouvoir par la force, ou bien on vient au pouvoir par le nombre de mains levées. Donc à partir de cela déjà, il y avait des idées de démocratie aussi qui règnent là. Et on va également au niveau des USA, la déclaration d'indépendance des USA. La déclaration d'indépendance. La déclaration d'indépendance des USA. Ça c'est en 1776. Et donc, les États-Unis qui étaient une colonie anglaise, qui ont été vraiment pourfendés dans leur âme et même dans leur existence culturelle, n'étaient pas là pour opter pour un régime ni colonial ni autoritaire. Donc c'est pourquoi dans la charte de la déclaration des droits d'indépendance des États-Unis, il y a d'ailleurs, il faut dire ainsi, puisque ça existe toujours, des lois, des coutumes, des traditions et des libertés et des droits consacrés et qui donnent ici l'élément essentiel de la liberté. Donc voilà, de façon spécifique, ce qu'il faut retenir sur l'historique de la démocratie, sur l'historique de la démocratie.